Pour que le financement ait un peu plus de tête, ils ont appelé ça intelligence artificielle. On lui a remis dans un autre prompt et il a critiqué le texte, la réponse du premier prompt qu'il nous avait fait. La dernière en date, qui a quand même coûté 80 milliards à Meta, c'était le métaverse. C'est absolument faux. Certains annoncent la fin de nombreux métiers, notamment... Bonjour, je suis Nicolas Bollet, je suis expert comptable et j'accompagne les dirigeants de SRL et de SAS à piloter sereinement leur activité. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui agite profondément le monde de l'entreprise et en particulier le domaine de la comptabilité au sens large, c'est l'intelligence artificielle. Depuis quelques mois, on entend tout et son contraire. C'est pour ça que l'idée de ce podcast m'est venue. Certains annoncent la fin de nombreux métiers, notamment le métier de la comptabilité. D'autres affirment déjà produire des bilans sans aucune intervention humaine. Alors, est-ce que c'est une révolution inévitable ou est-ce que c'est encore un fantasme technologique ? En tant qu'expert comptable, je pense qu'il est essentiel de prendre du recul. Comprendre ce qui relève de la réalité, mais surtout ce qui relève du marketing. Ce que ça change concrètement pour nos cabinets, nos clients et pour la gestion d'entreprise dans son ensemble. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité qui a un regard particulièrement intéressant sur le sujet. Il fait partie de ceux qui ont connu les débuts du web, qui ont vu naître les grandes transformations numériques, mais surtout, il a participé à des transitions, à des transformations numériques. Alors, avec lui, on va essayer de répondre à une question simple, mais fondamentale. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer la comptabilité, les cabinets d'expertise comptable, l'expert comptable, ou est-ce qu'elle va profondément transformer notre rôle ? Et on en parle tout de suite. Salut Francis. Bonjour Nicolas, donc je suppose qu'il faut que je me présente puisque j'ai vu que tu t'es présenté. Donc, C'est ça. Je m'appelle Francis Sansebert, je suis hélas maintenant un des papis du numérique puisque ma première entreprise de numérique date de 1989, et oui, au siècle dernier. Et à l'époque, on faisait des bornes interactives, puis ensuite des CD-ROM, puis des BBS. Alors les BBS, les Built-in Board System, personne ne se rappelle ce que c'est ou ne connaît pas, c'est l'ancêtre d'Internet. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un serveur avec des modems et on se connectait par modem pour faire des échanges, comme on fait. Alors, je te rassure, on n'avait pas les pages web et ainsi de suite, on avait le mail et on avait des forums de discussion et du téléchargement. Donc voilà. Ce qui fait que, en 1993, j'ai vu arriver le web. Alors pour une deuxième raison, c'est que je faisais partie du club de l'Arche de la veille technologique de Paribas Compagnie Bancaire et qu'on a vu avec feu Jean-Michel Billot les débuts du web aux États-Unis, puisqu'on s'occupait de veille. Et là, en effet, on a passé 2-3 soirées. Il faut savoir que les soirées du Club de l'Arche tournaient souvent autour d'une grande réunion et de bouteilles de whisky. Et donc, ça permettait tous les délires. Et on a fantasmé comme des malades. On était fous de joie avec des gens de très haut niveau. On était persuadés que le web allait augmenter le niveau culturel de tous les habitants parce qu'on donnait accès tout à coup à des bases de connaissances. Pour les premiers sites web venaient des universités américaines et qu'on pensait que ça développerait l'intelligence collective à un niveau sans précédent. On n'avait pas prévu les réseaux sociaux. Ça, c'est évident que on a vite changé d'avis. Et en même temps, on a vu en 3 mois, du mois de mars 93 au mois de juillet 93, l'éclosion d'experts numériques de tous les côtés. Alors, c'était peur et fantasme. Il faut savoir d'ailleurs qu'on avait publié un manifeste qui s'appelait le Manifeste de l'Arche et que Jean-Michel Billot l'avait transmis à l'Élysée en disant « Voici en quelques pages ce qu'on devrait faire en France par rapport à Internet ». La réponse de Jacques Chirac a été très rapide et très brève et très violente, puisqu'il nous a accusés de détruire tout l'emploi français avec nos outils. Quand je vois aujourd'hui, quand on nous explique qu'on va supprimer, alors je ne sais plus, le nombre de millions, ou le nombre de pourcents, ou le nombre de trucs, je vais spoiler déjà ta question et donner le résultat.
Oui, l'IA va remplacer beaucoup, beaucoup d'emplois dans 30 à 40 ans. Ouais, Hein, pas demain matin. ouais. Et je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi. Ensuite, même chose, euh, là-dessus, je vois moi aussi sur les forums des gens qui arrivent à faire des choses magiques et ainsi de suite. Ah, tu parles de LinkedIn, c'est ça? Surtout de LinkedIn. Il y a Oui, plein. LinkedIn, oh, pas que LinkedIn, mais LinkedIn surtout. Ouais. Oui, je te passe tous les gagnants de fortune tous les jours sur Instagram, TikTok et compagnie, Ah oui, oui, qui oui, ça, ils sont t'expliquent forts là-dessus. très simplement, en apprenant deux automatisations, ils arrivent à faire 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros par jour, Ouais. ou qu'ils génèrent un PDF gratuit qu'ils vendent à 30 euros 1000 fois par semaine, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a connu la même chose avec les premières pages web. N'importe qui arrivait à faire une page HTML vendait ça 3, 4, 5 000 francs, ainsi de suite. Et même chose, on a vu avec le numérique la montée en puissance du marketing, de l'intérêt de la levée de fonds, de l'intérêt du buzz pour chaque nouvelle technique. Et Dieu sait que on en a vu des techniques. La dernière en date, qui a quand même coûté 80 milliards à Meta, c'était le métaverse. C'est-à-dire qu'il y a 4-5 ans de ça, quelques grandes entreprises françaises ont acheté pour plusieurs millions d'euros des terrains dans le métaverse, Des parce que terrains si on virtuels, n'était ouais. pas Ouais, dans le ouais. métaverse, ben, Ouais. c'était évident que terminé. Alors, pour quelqu'un comme moi qui a vu Second Life et avant, parce qu'on oublie souvent que Second Life vient du deuxième monde, qui était une production française de Canal+, sous forme de CD-ROM. Donc, savoir que la vie dans le métaverse, on l'a testé, utilisé, vu pendant 20 ans, en sachant qu'il y avait un phénomène de buzz qui s'y faisait, que tout à coup, tout le monde achetait des pixels comme s'il achetait des terres rares. Et là, il faut que Meta annonce quand même qu'il abandonne 80 milliards pour dire, bon, on passe à autre chose. Alors, dernièrement, c'est vrai que une des révolutions, ou qui semblait être une révolution, c'est l'intelligence artificielle. Alors là, plusieurs choses. Alors, juste pour l'anecdote, mes premiers amours d'intelligence artificielle, j'ai développé mon premier outil d'intelligence artificielle en 1993 pour l'État français, pour la DATAR. Ça s'appelait SERAI, Système Expert de Recherche et d'Analyse Individualisée de Localisation, pour aider les entreprises à s'installer et choisir quel était le meilleur emplacement en France pour s'installer. L'algorithme était tellement compliqué que c'est la Junior X de Polytechnique qui nous l'avait développé, parce qu'on n'était pas capable de développer un algorithme de ce niveau-là. Et ça m'a permis de comprendre déjà à cette époque-là la problématique de base de l'intelligence artificielle, qui est en fait du traitement de données et de data énorme. C'est-à-dire qu'on avait fait des ordinateurs dans lesquels on rentrait toutes les bases de l'INSEE, toutes les bases de France Travail, ainsi de suite. Alors, c'était une commande du gouvernement, heureusement, parce que chaque poste de travail coûtait 2 millions de francs. Donc, ça a vite mis une limite. Dans le même temps, ça nous a permis de nous pencher un peu quand même sur l'histoire de l'intelligence artificielle, qui date des années 50, et qui en fait est tout simplement un joli mot de marketing, là aussi, pour parler de la recherche sur ce qu'on appelle les bases SQL. If, then, si, alors. C'est-à-dire que des Américains faisaient des recherches là-dessus, et qu'un groupe avait été choisi, et qu'un autre groupe d'universitaires qui n'avait pas été choisi, qui voulait lever de l'argent privé, s'est adressé aux fondations, Rockefeller, ainsi de suite, pour demander un financement. Et pour que le financement ait un peu plus de tête, ils ont appelé ça intelligence artificielle. Voilà d'où vient le mot. Et l'intelligence artificielle a eu des hauts, des bas, ce qu'on appelle les périodes froides, les périodes glaciales, les périodes chaudes, et a évolué petit à petit. Et beaucoup de gens ont fait ce qu'on pourrait appeler de l'intelligence artificielle sans le savoir, en faisant des SQL, des programmes informatiques, ainsi de suite. La révolution
pour le grand public, ça a été la sortie d'OpenAI de ChatGPT, c'est-à-dire un chatbox avec lequel on peut discuter et qui nous donne des réponses dont on aurait l'impression, suivant l'expression d'Alan Turing, qu'on peut discuter 15 minutes avec, c'est un humain qui nous répond. On oublie que c'est une addition de données qui est logique et que d'ailleurs, pour voir le niveau d'intelligence, il suffit de poser à une IA la même question 2 fois de suite à 5 minutes d'écart et on n'aura pas la même réponse. Exactement. Voilà. Alors, on a fait le test, nous, on a fait le test sur un truc, juste pour un exemple par rapport à ce que tu dis, c'est que on lui a demandé de nous rédiger par rapport à une réglementation un texte, on lui a remis dans un autre prompt et il a critiqué le texte, la réponse du premier prompt qu'il nous avait fait. Donc, Voilà, il faut, je dis souvent aux entreprises que je conseille, l'IA, considérez-le comme un stagiaire d'une école de 3e qui vient faire un stage en entreprise, qui a une particularité, il est très curieux, il connaît beaucoup de choses et il veut avoir réponse à tout. Et en plus, comme il veut être tranquille dans son stage, il ne vous contredira pas. ouais. Est-ce que vous mettriez les finances de votre entreprise, la stratégie de votre entreprise, dans les mains d'un stagiaire de 3e? Et je suis obligé de le répéter parce que je vois hélas des chefs d'entreprise qui vont même jusqu'à faire du conseil en trading sur ChatGPT, qui, il faut le répéter, n'est pas en temps réel, qui vont faire des demandes de stratégie. Voilà. Par contre, c'est un très bel outil de brainstorming, c'est un très bel outil pour résumer, pour pas mal de choses. C'est des outils qui progressent. Là aussi, c'est vrai que on a commencé par l'IA, alors tout le monde est braqué de ChatGPT parce qu'ils ont été les premiers, mais maintenant, il y a toute une batterie d'IA, c'est pour ça que je ne parlerai pas que de ChatGPT. Moi-même, j'utilise à peu près une trentaine d'intelligences artificielles différentes. Pourquoi ? Parce qu'à l'usage, on se rend compte que certaines ont plus de puissance dans un sens que dans d'autres. Le graphisme, Perplexity pour tout ce qui est l'actualité, Claude pour tout ce qui est la gestion des réseaux des autres... Bon, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là aussi, pour te répondre par rapport à ce que je vois aussi, magique, Oui, dans les certains fantasmes. font de la dans les facturation 30 factures à la minute, d'autres font un bilan tout seul, j'ai vu dernièrement. Ouais. Alors, c'est pas moi qui vais t'expliquer qu'entre un bilan d'engagement et un bilan de trésorerie, il y a quand même quelques écarts. Hein. Ouais. Et que, même chose, on a fait tous les deux, il y a maintenant 5-6 ans, un Tour de France, Ouais. des sections IFEC, dans lequel on expliquait déjà à l'époque que dans un moment où on est passé des patrimoines au flux, le produit ne comptait plus, ce qui comptait c'était la relation. Donc, quand je vois aujourd'hui soit des super logiciels de comptabilité, soit des super IA qui font un bilan à une vitesse démentielle, dans la vie d'un chef d'entreprise, le bilan, c'est qu'une obligation administrative. Ouais. Ce qui compte, c'est la relation avec son expert comptable, son suivi de trésorerie, son aide au conseil, son accompagnement, la relation C'est la qui valeur. remplace le produit, La relation, c'est la valeur. Ouais, Et la exactement. valeur. Donc, oui, on peut gagner un peu de temps sur le bilan. Et encore que. Et encore que. Là aussi, il faut remonter un peu dans l'histoire. Dans les années 1850 à peu près, aux États-Unis, des entrepreneurs dans le milieu du tissage et de la filature ont vu arriver avec les machines à vapeur les premiers métiers mécaniques à tisser. Il faut savoir que, en moyenne à l'époque, un ouvrier tisserand pilotait 2 machines à tisser. Donc, vu que les nouvelles machines à tisser étaient plus performantes, plusieurs entreprises se sont dit qu'en mettant une 3e machine à tisser, ils augmenteraient la productivité de 50%. Au bout d'un an, le bilan était moins 15%. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que oui, les machines tissaient plus vite, mais l'humain n'arrivait pas à contrôler plus de 2 machines à la fois.
Et donc, les défauts sortaient de partout. Il ne suffit pas d'avoir une machine qui produit. Il faut qu'il y ait un temps humain de contrôle, d'acceptation, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils sont arrivés à peu près 20 ans plus tard à ce qu'un humain pilote en moyenne 18 machines à tisser. C'est passé par la formation. C'est passé par la formation de l'humain, par l'élévation de l'humain, la reconquête de l'organisation humaine. Les machines toutes seules provoquent plein de fantasmes de gains de productivité, mais provoquent très rarement des gains de productivité. Eh oui. Et ça, dans un métier comme le tien, alors je ne suis pas inquiet pour toi, on se connaît depuis assez suffisamment longtemps pour savoir que justement, et je donnerai qu'un exemple, j'aimerais que tous ces gens qui gagnent un temps fou de production, s'ils arrêtaient de mettre un contrôle des heures du personnel déjà. Ce serait un peu plus logique. Hein. On ne peut pas à la fois contrôler les heures et dire, voilà, et à un moment donné, et comprendre ça, quels que soient les métiers, on est passé de la valeur produit à la valeur relation. Et le monde qui arrive numérique et de plus en plus numérisé augmentera tout ça. Ensuite, pour revenir encore sur les emplois, très rapidement, un des chemins qui paraît le plus évident, c'est la programmation informatique. Certaines IA, comme Anthropic, Claude Anthropic, ainsi de suite, arrivent à produire avec Claude Code un volume de code qui est très surprenant. Qui est là, tu parles des emplois qui peuvent être impactés par l'intelligence artificielle, c'est ça? Oui, alors, officiellement impactés. Officiellement. Pourquoi? Ce qu'on voit dans la publication, etc. Mais c'est pas forcément ta position. Il y a qu'à Faucon, bien sûr, c'est mathématique. On va supprimer, oui, pas de problème. Il faut voir que le code que produisent ces IA, ce qu'on appelle le vibe coding, c'est très intéressant pour quelqu'un comme moi, qui a toujours été un créatif, mais jamais un codeur. Ça me permet tout simplement de fabriquer une maquette très rapidement, efficace, qui est une maquette. Mais c'est pas cette maquette-là qui pourra aller en production demain pour faire le dernier logiciel ou le SaaS à la mode. C'est-à-dire que, là aussi, et j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec les programmeurs de Scribie, la plateforme PDP de Denis Barbarossa, ça permet de vérifier le code, ça permet de faire ce que pouvait faire un junior, ça permet d'aller plus vite pour un super analyste programmeur qui a déjà des années de métier et qui peut vérifier ce que la machine lui propose. Mais aucun débutant, aucun jeune informaticien ne fera une fortune avec ça. Ensuite, ça veut dire que oui, à moyen terme, on aura besoin d'un peu moins d'informaticiens. Mais ce n'est pas nouveau. Le fait qu'on soit passé du logiciel patrimoine, c'est-à-dire... En dur sur PC. Dur sur PC, les CD-ROM, les disquettes qu'on avait, où chaque entreprise développait aussi ses produits, et ainsi de suite. Au système SaaS en ligne, ça a réduit le nombre d'informaticiens. L'arrivée de l'IA va continuer à réduire un peu le nombre d'informaticiens de type junior. Mais par contre, là aussi, si les entreprises sont un peu sérieuses, et on s'aperçoit qu'hélas non actuellement, combien a-t-on besoin d'informaticiens en cybersécurité? Il n'y a pas une seule semaine sans qu'on n'apprenne pas qu'un grand groupe, qu'une grande entreprise, qu'une structure d'État s'est fait pirater. Qu'un hôpital, qu'une mairie se sont fait pirater. Alors oui, dans les écoles d'informatique, il faut peut-être créer un peu moins de programmeurs, mais beaucoup plus de mecs en cybersécurité. Là aussi, l'évolution des techniques crée toujours de nouveaux besoins. Donc, est-ce que l'IA va tuer les métiers en 3 à 5 ans, à 10 ans? Non. L'IA va faire évoluer certains métiers, mais il n'y a pas de raison objective qu'elle tue. Mais
Tu comprends bien que, aussi bien pour vendre du scoop ou de l'info ou du truc, il faut être soit celui qui gagne fortune, parce que le rêve, c'est... Ouais. Hein, là, j'ai une IA, alors bien entendu, hein, même chose, tout le monde te parle d'une IA à 20 euros par mois. Je peux t'assurer que quand tu commences à faire un peu d'agent intelligent, ton IA à 20 euros, elle passe facilement à 500, 600 euros de consommation de tokens par mois quand même, elle reste pas à 20 euros. Ouais. Mais avec une IA à 20 euros, je vais remplacer 3 employés. Oh, magnifique. Et donc, s'engouffre là-dedans, et je fais une petite parenthèse, en 1994-95, il y avait des agences web qui se créaient partout et qui vendaient des sites web le prix d'un magasin. Hein, parce qu'on t'expliquait que tu allais faire autant de chiffres avec un site web qu'avec ton magasin. Ouais. Là, c'est la même chose. En promettant des gains tels, ben, le premier zozo trouve toujours un pigeon pour lui vendre 3 automations de base, hein, à un prix défiant toute concurrence. Et le vieux qui va acheter ce que tu dis, il est déçu derrière de ce fantasme qui n'y apporte rien en fait. Et les gens aujourd'hui sont dans cette logique-là de consommer du fantasme, mais derrière ils sont déçus et se demandent pourquoi ils sont déçus. Tout à fait. Alors, le seul avantage quand ils sont déçus, c'est qu'ils la ferment. Ouais. Mais ça fait des dégâts. Ouais. Alors que, en même temps, il faut voir que comme on n'a pas de recul et que ces IA évoluent sans cesse, la plupart des experts spécialistes qui proposent aujourd'hui, je vois sur le marché, la plupart ne savaient même pas que l'IA existait il y a 2 ans, ou il y a 1 an. Là, et je vois aussi des centres de formation qui te garantissent sur 1 mois de faire de toi un expert IA. Ouais. Là, très fort, parce que nous, avec Martine, depuis le temps qu'on y passe dessus, on ose à peine se dire technicien. Donc, expert. Ouais. Surtout qu'en plus, on a créé des choses il y a 2 ans et demi avec l'IA qui sont obsolètes aujourd'hui. Ouais. Ce qui nous amène, mais comme on a fait avec le web, quand on a introduit Internet dans les entreprises, on a expliqué aux entreprises, et encore plus aujourd'hui, qu'une entreprise ne peut pas évoluer avec l'IA si elle n'intègre pas ça de manière stratégique en interne. Et en interne, la première chose à faire, c'est mettre à disposition de l'ensemble de son personnel, comme tu le fais, une plateforme où chacun va aller piocher à son rythme, à son temps, pour voir quelles sont ses appétences pour tel ou tel type d'IA. Certains feront de l'image, d'autres feront du texte, d'autres feront des résumés, d'autres n'en feront rien. Ensuite, de créer des micro-projets, parce que là aussi, on a besoin de comprendre. Et pour comprendre, rien de mieux que de faire un micro-projet. Parce que là, ça va tuer le fantasme, ça va démystifier et démythifier à la fois. Et on va s'apercevoir que c'est quand même très logique et très simple. Si A va vers B, vers C, le truc. En même temps, ça amène une autre connaissance, alors, qui n'est pas nouvelle pour toi, ni pour les membres de la commission d'innovation de l'IFEC, parce que longtemps ça a été la bagarre, de dire l'importance des API par rapport à un logiciel unique. Ouais. C'est-à-dire l'API qui permet de faire parler une application avec une autre, fait que c'est toi, le patron de l'entreprise, qui décide de l'organisation de ton entreprise et pas un logiciel. En IA aujourd'hui, il y a le niveau supplémentaire de l'API qui s'appelle le MCP. C'est exactement comme les API, c'est beaucoup plus solide, beaucoup plus pratique. Et là, tout à coup, les employés vont s'apercevoir qu'ils peuvent avoir, de la même manière qu'ils ont une réflexion, une liaison entre 2 ou 3 outils chez eux, et que c'est eux qui peuvent décider. Et là aussi, chacun le fera à sa manière. L'autre avantage, ensuite, c'est que ça fait des mini-protos à l'intérieur. Et là, c'est le moment de réfléchir en groupe, en effet, à qu'est-ce qu'on fait pas, comment on y va. Mais en étant conscient, parce que ça, on n'en est pas conscient, et je ne vois personne en parler, que l'introduction de l'IA dans une entreprise, ça crée des anomalies. Et des anomalies monstrueuses si on n'y fait pas gaffe. La première,
On l'avait déjà vécu, nous, avec le numérique auprès des cadres, pas auprès des employés. Mais là, les premières entreprises avec qui on travaille un peu plus sur l'IA, on s'est aperçu très vite que celles qui avaient mis en place des outils qui leur permettaient de gagner du temps, la durée de vie, je pousse un peu, mais la durée de vie de leur personnel est de 3 semaines, 1 mois. Parce que, et nous-mêmes on s'en était pas rendu compte, c'est à l'analyse qu'on s'est rendu compte qu'en fait, dans une journée de travail, on a plein de moments où notre cerveau ne décide pas. Il fait des choses routinières qui en fait nous reposent. Quand on va travailler avec de l'IA, lire un PDF de 5 pages, c'est 2 minutes. Et tu dois prendre une décision. Quand tu lis ton PDF, normalement, tu vas y passer 30 minutes. Ouais. Ton cerveau a le temps de réfléchir au fur et à mesure que tu lis, et ainsi de suite. L'addition de gain de temps amène une surcharge cognitive qui fait que tu ne supportes plus. Et certains ne s'en rendent pas compte, ça leur arrive déjà sans l'IA aujourd'hui. Oui, ça leur arrive déjà sans l'IA, notamment avec les réseaux sociaux, et je pense qu'on est dans une évolution du burn-out, si on fait un petit aparté sur ça, parce qu'il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, quand tu avais un burn-out, c'est parce que tu accumulais un nombre d'heures de travail et tu étais fatigué de cette présence, de cette constance, de ce rythme de travail. Aujourd'hui, le burn-out, c'est pas lié à une augmentation de ton temps de travail, c'est lié à une augmentation effectivement de ta fatigue mentale liée à l'absorption et à la réalisation de multitâches en même temps. Et effectivement, il faut être très vigilant par rapport à ça, et ça, tu as raison, personne n'en parle, sur les aspects psychologiques de l'IA. Tout à fait. Là aussi, au fur et à mesure qu'on introduit l'IA dans les entreprises, on les amène à réfléchir quels sont les temps de pause. Il faut savoir que les Chinois ont développé un principe qui est assez extraordinaire, parce que quand on était en Chine et Martine, on ne comprenait pas comment ils arrivaient à travailler 10-12 heures d'affilée, et aussi bien à l'école que truc. En fait, ce qu'ils font, c'est que toutes les heures 30 au maximum, ils arrêtent 10 minutes. Soit pour faire du tai chi, soit pour aller boire un thé, soit truc. Et en même temps, ce qu'ils nous expliquaient, c'est qu'au début, ils avaient dit à tout le monde, vous pouvez arrêter 10 minutes quand vous voulez. Ça ne marchait pas. Pourquoi ? Parce que chacun se sent un peu gêné s'il s'arrête 10 minutes et que les autres travaillent encore à ce moment-là. Donc en fait, ils ont imposé des heures obligatoires où tout le monde arrête. Et ça devient une normalité. Et ils se rendent compte que là, en 10 minutes, un peu comme quelqu'un qui fait des micro-siestes, tu récupères toute une partie. Et donc, l'IA amène une augmentation cognitive sur laquelle, si on ne fait pas attention, on va être fou de joie, on va avoir des gains de productivité pendant 1 mois ou 2 mois extraordinaires, mais on va à la catastrophe. Ça, c'est la première anomalie. La deuxième anomalie, c'est qu'une entreprise, c'est un travail de groupe. Or, l'IA fait que quand j'ai un problème, je ne demande plus à mon collègue, je demande à l'IA. Oui. Et si on n'y fait pas attention, on se renferme. Et si on n'y fait pas attention, on casse toute la dynamique de l'entreprise parce que chacun devient concurrent de l'autre en s'appuyant sur l'IA. Et ça devient même presque anormal que tu me demandes quelque chose alors que tu as une IA. Tu n'as qu'à demander à ton IA. Demande à ChatGPT. J'entends déjà la réflexion. Souvent. J'entends déjà la réflexion. Demande à ChatGPT. Elles vont aller où les structures qui demandent tout à ChatGPT ? Je suis pas spécialiste, mais je ressens quand même. La troisième chose, alors, qui dans un cabinet de ta taille n'est pas gênant, puisque toi tu es quasiment dans une structure en râteau, mais dans des entreprises plus grandes, puisque j'interviens dans les milieux industriels ou ainsi de suite, c'est de faire attention à une notion, c'est qu'on a basé depuis maintenant le début de la révolution industrielle, le système hiérarchique basé sur la connaissance et le savoir. C'est-à-dire que le cadre supérieur est censé avoir appris plus longtemps et en savoir plus que le cadre moyen, que le contremaître, que l'ouvrier, et ainsi de suite. Et
que le respect s'était fait sur le savoir. Et d'ailleurs, combien de fois on a vu de mauvais cadres faire de la rétention d'informations, puisque leur pouvoir et leur puissance, c'était ça, ouais. le savoir et l'information. Et là, tout à coup, dans les structures, tu as tout le monde qui a accès à tout. Ouais. Et là, même chose, si tu n'as pas repensé le rôle réel important du cadre, qui est l'organisation, le management et le jugement, et faire comprendre à tout le monde que le savoir de base n'est qu'un savoir, et qu'il ne faut pas confondre connaissance et compétence, et que justement, c'est la mise en musique de tout ça. Là aussi, même chose. Un chef d'orchestre, c'est pas le gars qui joue du mieux de chaque instrument. C'est ça. Et il n'y a pas... Voilà, donc, à un moment donné, je vois des gens rentrer l'IA dans les entreprises comme si c'était un simple outil de base, et sans faire attention à tout ça. Ouais. Et effectivement, tu as raison, parce que moi, c'est comme ça que je vois l'IA. C'est un outil qui sert, qui peut servir, mais si tu te poses pas et que tu ne définis pas ta stratégie, et ça, on en parle. Enfin, rappelle-toi le nombre de fois qu'on en avait parlé à nos confrères pendant les conférences avec l'IFEC, etc. Et aussi le discours que moi, je peux tenir à mes clients, c'est déjà, pense à ta stratégie. Pense à ta stratégie, et ensuite, tu utiliseras les outils dont peut-être l'IA fait partie pour pouvoir accéder à ton développement, à ta croissance, à ta rentabilité, à ta gestion et à ton organisation. Donc l'IA ne reste qu'un outil. La seule différence qu'amène l'IA, c'est que c'est un outil qui ne correspond pas à des choses qu'on a apprises forcément à l'école. Donc ça veut dire que quand tu as sensibilisé l'ensemble de ton personnel, en gros ton comité de pilotage demain de l'IA, il est fait avec des gens très disparates. Parce que ils ont été plus attirés, ils sont plus sensibles à tout ça. Mais de la même manière, une fois que la période d'expérimentation est passée, l'humain a besoin d'un cadre. Et donc là, l'espèce de comité de pilotage, il faut ensuite que l'entreprise édicte les règles. La première, c'est d'avoir une charte de l'usage. Même chose. Je m'étrangle parfois quand je vois certaines démonstrations d'experts comptables qui t'expliquent comment ils font avec les bilans, vite fait avec ChatGPT, truc machin, ainsi de suite. Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils sont en train de mettre les données des entrepreneurs, c'est-à-dire les miennes, directement en ligne? Non, c'est hallucinant. Hallucinant. Là aussi, je vois des pseudo-spécialistes de l'IA donner des conseils à leurs collègues experts comptables. S'ils étaient à peine un peu techniciens mais pas pseudo-spécialistes, ils leur expliqueraient quand même comment tu peux installer Mistral en local sur une machine déconnectée, comment tu peux faire plein de choses, et surtout, quelles sont les règles pour faire que tu balances pas n'importe quelle info, n'importe où, n'importe comment. Et ça, même chose. Et tu sais, par rapport à la souveraineté, parce que là, on est en train aussi de parler de la souveraineté en mettant des données confidentielles sur ChatGPT ou sur des éléments, sur des plateformes américaines, je vais le dire comme ça. Tu sais, dans notre profession, il y a un éditeur qui fait beaucoup de bruit, qui fait beaucoup de communication. Quand la compta va, tout va. Et hier, en fait, j'en discutais avec un collaborateur. Donc nous, on n'a pas du tout ce logiciel-là. J'en discutais avec un collaborateur. Et une fois, il a dû mettre son numéro de téléphone portable professionnel pour pouvoir obtenir un code pour pouvoir se connecter sur cette plateforme-là. Donc, c'est une plateforme qui est commercialisée en France, et derrière, on sait que c'est des Américains qui financent le truc. Depuis qu'il a mis son téléphone professionnel portable dans cette application-là pour obtenir un code pour pouvoir se connecter, et c'est la seule personne à qui il a donné son numéro de téléphone, il est assiégé de publicité téléphonique. Il a des appels masqués, il a des appels de publicité. Donc, moi, je suis très inquiet, en fait, par rapport à ça, par rapport à la souveraineté, notamment par un éditeur qui communique beaucoup et qui est en train de tisser des liens avec nos organisations professionnelles. Ça me pose vraiment une difficulté dans la souveraineté.
Alors, en gros, ce qu'il faut savoir de l'IA, parce que c'est bien que depuis l'époque de la veille de Paribas, moi je suis resté sur la veille, et dans notre plateforme, on fait une veille quotidienne. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles, c'est que d'un côté, Mistral est en train de sortir ce qu'ils appellent la forge. Alors pour l'instant, pour les très grosses entreprises, mais qui vont permettre, au fur et à mesure, les métiers, à des entreprises d'avoir leur propre base de connaissances chez eux. Et la deuxième chose, c'est que OVH est en train de s'équiper d'une plateforme IA pour permettre justement aux entreprises françaises d'héberger de l'IA chez eux et ainsi de suite. Donc, on y arrive petit à petit, mais là aussi, même chose. C'est désagréable par justement la pression marketing, publicitaire, et ainsi de suite. On n'est pas dans des secteurs ultra protégés, mais quand même, c'est une question de principe. Mais ne serait-ce que, là aussi, quand le personnel a été sensibilisé et s'est formé à l'IA, il en comprend les risques, il en comprend les limites, il en a plus peur, parce que c'est un outil. Hein. Là aussi, t'es trop jeune pour l'avoir vécu, mais je me dis que les premiers experts comptables qui ont vu arriver les premières machines informatiques à carte, puis après les premiers ordinateurs, puis les premiers trucs. Moi, je me rappelle mon père, chef d'entreprise, la première fois qu'ils lui ont vendu un tableur, il a cru qu'il virait tout son service comptable. Ouais. Mais alors, on en a déjà parlé de ça, et je crois qu'il a plus recruté après après le fait qu'il a l'informatique en plus. À la sortie, il était plus nombreux qu'au départ. Voilà. Parce que là aussi, même chose. Plus tu augmentes l'outil technique, plus tu as besoin de contrôle et de validation. Et de compétences. Et le problème, c'est que le cerveau humain, il n'est pas capable d'additionner à la même vitesse autant de capacités de contrôle que la machine est capable de sortir de données. Donc, là, c'est la même chose. On a fait des tests. Martine a créé il y a 2 ans une plateforme, enfin pas une plateforme, un site web en anglais pour présenter le tourisme en France qui s'appelle friendshippy.com, qui est 100% généré par intelligence artificielle. Au départ, génial. Le truc tout fou. Tu mets une liste de villes, une liste de vins, une liste de fromages, une liste de trucs. Il te crée des articles, il te fait les photos, il publie directement sur le web. Le problème, c'est que quand tu relis, parfois tu as des drôles de surprises. Ah, le fromage est mal placé. Le fromage, il va à peu près bien. Ouais. Je te garantis pas le goût. Maintenant, tu retrouves Annecy dans les Alpes-Maritimes, tu retrouves... voilà. Donc, là aussi, même chose. C'était les débuts. Je rappellerai toujours que là, on a un grand fantasme qui s'est fait avec l'intelligence artificielle parce que tout le monde voyait Terminator ou ainsi de suite. Il faut savoir qu'au début de l'intelligence artificielle, il y a eu, on va schématiser et simplifier, il y a eu 2 bases, qui étaient de dire, un groupe se disait, on va recréer le système neuronal du cerveau humain. Et l'autre a dit, non, on va partir de l'apprentissage comme un bébé. La science-fiction a pris le cerveau humain, et ça nous a sorti les Terminators, les trucs, les machins. La réalité, c'est que l'IA, elle apprend comme un bébé. On lui montre 10 000 photos. Eh ben, si on montre 10 000 fois un chien à un bébé, il ne sait pas écrire chien, mais il sait reconnaître un chien. Voilà. Et ainsi de suite. Et donc, là-dessus, ça permet aussi de se dire, oh là, finalement, c'est moins intelligent et moins surprenant qu'il n'y paraît quand on comprend comment ça marche. Et en effet, le premier gag pour les premiers utilisateurs de ChatGPT, je m'en rappelle, c'était de poser la grande question à ChatGPT, combien pèse un œuf de vache? Eh oui, le bébé de ChatGPT, quand il a démarré, il te donnait une réponse parce qu'il est gentil, il souhaitait te répondre. Donc il devait faire à peu près un calcul du poids d'une poule vu le poids d'une vache, il faisait une règle de 3 et tu avais le poids d'un œuf de vache. La version suivante a rectifié, parce que ce qu'on oublie, c'est que les IA sont entraînés sur un volume énorme de données. Et si on sort une nouvelle version, c'est qu'on remet à jour les données. C'est pas que l'IA est plus puissante. Et donc, sur la version suivante, ChatGPT, il a appris que les vaches, elles faisaient pas d'œufs. Voilà.
hein, comme un gamin apprend. Et puis ça grandit. Alors c'est vrai que ça grandit très vite. C'est très surprenant. Hein, les mesures qui se font sont très rapides. C'est un très bel outil. Mais comme tout outil, un outil c'est bien quand tu sais le maîtriser, quand tu sais t'en servir. Hein, moi je vois plein d'outils chez des artisans et ainsi de suite. Il ne faudrait pas qu'ils me le mettent dans les mains. Parce que ça ferait des dégâts. Ça ferait des dégâts, oui. Et l'IA, c'est la même chose. Et justement, si on se focus sur les cabinets d'expertise comptable, notamment sur le gain, le confrère qui a réalisé 30 bilans sans intervention humaine. Alors, moi, je suis toujours épaté de voir qu'aujourd'hui, les confrères se jettent sur des outils, que ça soit de la production comptable ou sur l'IA ou sur plein d'autres choses. Hein, ils se jettent sur les outils pour essayer de compenser un manquement dans leur organisation, au lieu de réfléchir à la stratégie. Tu vois, quand et tu le sais, hein, quand je vois des confrères dire avec l'IA, je vais pouvoir terminer mes bilans plus vite pour mes clients, ou alors que je suis démarché par un éditeur pour dire Nicolas, je vais te faire gagner du temps grâce à mon application. Mais moi, ma période fiscale, je la termine le 15 mars. J'ai 14 collaborateurs, je sors 300 bilans, j'ai pas d'IA, j'ai pas de tout ça. Et en plus, en sortant le 15 mars les bilans, c'est que au mois de mars, mes clients déjà connaissent tout au long de l'année 2025 leurs chiffres. On valide uniquement, donc le rendez-vous bilan, c'est une formalité, mais surtout qu'au mois de mars, je leur parle déjà des chiffres. Là, tout de suite, après toi, j'ai rendez-vous avec un client où je vais lui donner ses chiffres, on va discuter ces chiffres de janvier-février 2026, mi-mars. Donc, il faut, à un moment donné aussi, essayer de comprendre quelle est la valeur que l'on peut apporter et donc quels sont les outils que je peux utiliser pour apporter cette valeur-là au client. Tu as mis à disposition une plateforme de formation pour mes collaborateurs et ça c'est top parce que on a tout un éventail très très large sur les différentes intelligences artificielles qu'ils peuvent utiliser et chacun se forme à son rythme. Donc il y en a qui sont très avancés, il y en a qui sont pas très avancés, mais comme tu le disais aussi, je pense qu'il y a des questions de psychologie, de neurologie, des choses comme ça pour absorber les informations. Et puis tu accompagnes deux de mes collaborateurs sur la simplification, je dirais, de l'onboarding d'un prospect qui est devenu client grâce aux intelligences artificielles. Et donc, si on fait un focus sur les cabinets d'expertise comptable, quelle est ta vision des IA par rapport aux cabinets ? Comment tu vois l'évolution des cabinets ? Quels sont les impacts ? Là aussi, peur, fantasme, réalité, Alors, extinction. L'évolution, j'aurais beaucoup de mal. Parce que, ayant été pendant plusieurs années à la commission d'innovation de l'IFEC, j'ai appris, hélas, le travers de beaucoup d'experts comptables, qui est de penser que l'outil règle tous les problèmes. Et c'est vrai que la production du bilan étant tellement importante pour l'expert comptable, c'est vrai qu'ils sont plutôt focus sur les outils de production. Là, l'ADN ne se refait pas comme ça tous les matins. J'ai d'ailleurs pas mal d'experts comptables qui me contactent pour me demander si j'aurais pas un outil IA pour régler le problème qu'ils vont avoir avec la facture électronique. Ouais. Alors là aussi, même chose. Souvent, ce que je leur explique, c'est que, la première chose avant de réfléchir IA, c'est de former tout le monde, mais surtout, une fois que tout le monde est un peu formé, c'est de se dire, si on essayait d'imaginer notre métier à 5 ans, qu'est-ce qu'il est? Parce que là aussi, c'est une question de stratégie. On l'a dit plein de fois dans cette commission innovation, avec Thierry Pollack, avec toi, ainsi de suite. L'important, c'est pas les outils. L'important, c'est la stratégie du cabinet. Les outils, ça vient après. En fonction de la stratégie que tu as définie, tu fais le choix parmi les outils qui, en plus, il faut reconnaître une chose, c'est que peu ou prou se valent tous. Oui. Ils n'ont pas des différences monstrueuses. C'est comme une voiture. Hein. Moi, quand j'étais gamin, c'était la bataille entre mes oncles, entre ceux qui étaient Peugeot, ceux qui étaient Renault, ceux qui étaient Ford. Chacun avait ses trucs, ses machins. Aujourd'hui, tu prends une berline, c'est une berline. Tu prends une citadine, c'est une citadine. Après, les goûts et les couleurs, c'est tout. Donc, de dire, c'est faire intégrer la notion que l'outil n'est pas. Je crois qu'il y a quelque chose, et pourtant, c'est assez fou parce que
Les experts comptables sont à la fois conscients, mais tu as l'impression, ils le disent, ils en sont conscients, mais tu sens qu'ils ne vont pas au bout de leur logique. Ils reconnaissent tous qu'ils sont quasiment le dernier conseil de toutes les petites entreprises. Et l'unique conseil de toutes les petites entreprises. Oui. Ils sont à peu près majoritairement d'accord que, alors là aussi il y a plusieurs catégories, il y a ceux qui, je découvre, qui faisaient encore de la saisie comptable. Et donc la facture électronique les perturbe un peu parce que qu'est-ce qu'ils vont faire des gens qui font de la saisie? Toi tu n'avais pas ce problème, tu étais déjà numérisé, donc ça ne te fait pas un grand changement, ni à toi ni à tes clients, mais bon. Ouais. Et si tu veux, ils sont là en train de se dire, à peu près tous, on va aller vers l'accompagnement. Alors ils y mettent les mots qu'ils veulent, mais c'est de l'accompagnement. Même chose quand on parle de conseil, faire un tableau de bord de trésorerie, pour moi c'est de l'accompagnement. Le conseil, c'est l'analyse que tu fais dessus. Une fois de plus, c'est pas le produit qui compte. C'est la relation que tu vas avoir, c'est-à-dire le tableau de bord, c'est le support qui te permet d'avoir la relation avec ton client. Et dans le même temps, à qui le chef d'entreprise va pouvoir s'adresser, parce que lui aussi, il entend les bruits de l'IA, lui aussi, il entend les fantasmes de l'IA, lui aussi, il se dit, mais là, finalement, Nicolas, là, je suis un peu juste cette année, est-ce que j'aurais pas intérêt à mettre de l'IA chez moi, ou ainsi de suite. Si ses collaborateurs ne sont pas formés à l'IA, s'ils ne comprennent pas les limites et le truc, ne serait-ce que de dire, oula, attention, c'est pas si simple, comment ils vont faire de l'accompagnement? Comment ils vont conseiller? Donc je pense qu'en effet, et là aussi, c'est pas parce que il y a un logiciel machin, ou parce qu'il y a la facture électronique, ou parce qu'il y a quoi que ce soit, que les chefs d'entreprise sont en capacité d'être autonomes. Parce que quand on parle de surcharge cognitive, eh ben, si quelqu'un a bien une surcharge cognitive, c'est bien le chef d'entreprise, surtout dans des périodes où la consommation décroît, où il y a des crises économiques de tous les côtés, et ainsi de suite. Ouais, moi, j'ai tendance à dire que mon boulot, en fait, c'est de retirer de la charge mentale au chef d'entreprise. Tout à fait. Voilà. Parce que là aussi, il ne faut pas rêver qu'ils ne vont pas devenir autonomes demain matin. Ah bah non. C'est pas une question de compétence, c'est pas une question de connaissance, c'est une question de surcharge. Ouais. C'est une question de surcharge. Et là, de la même manière, c'est pas l'expert comptable tout seul qui va absorber la surcharge de tous ses clients. Non, je te confirme. Donc il faut que son collaborateur y soit prêt et que lui-même soit prêt à dire à ses collaborateurs, faites attention à pas trop vous surcharger. Ouais. Faites attention à pas trop vous surcharger. Là aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que la notion, elle est comment je fais évoluer mon personnel en fonction de l'évolution de la société pour continuer à faire le meilleur accompagnement. Je commence à avoir des échos parce que j'ai quelques copains qui sont conseillers RH qui m'appellent parce que des grands cabinets les font venir pour préparer des futurs plans de sauvegarde ou de licenciement, ainsi de suite, parce que on n'a plus besoin d'autant de saisie, on n'a plus besoin d'autant de... Et par qui, la question qu'on me pose, par qui doit-on remplacer? Quel nouveau métier, hein? On avait préparé avec Skillspotting un outil qui s'appelait Skifect pour faire l'analyse des compétences et ainsi de suite. Ce qui n'est pas compris, c'est que l'analyse des compétences, c'est pas lesquelles je vire et lesquelles j'embauche. Oui. L'analyse des compétences, c'est comme une équipe de rugby. Alors, j'ai été capitaine de rugby pendant longtemps, mon père était entraîneur. Chaque début de saison, il prenait une équipe avec des grands, des gros, des petits, des moyens, des trucs, des machins. Tout le travail consistait à comment je fais progresser et je mets en musique tous ces gens-là de mon équipe pour faire une équipe. Mais oui. Et pas de dire je vire les moins bons pour acheter les super bons. Ça, c'est le PSG qui avait tenté un moment. Hein. Ouais. Je prends Messi, je prends Neymar, je prends Mbappé. Merde, ça marche pas. Ouais, ils ont fait marche arrière. Hein. Heureusement, tu as un vrai manager qui arrive, Luis Enrique, et qui dit Ouais. ah, moi, je cherche pas un mec à 40 buts. Ouais. Mettez-moi 6 à 10 buts. Et tout le monde s'est foutu de sa gueule. Ouais. C'est pareil. C'est la même chose. Ouais. C'est-à-dire que le résultat du futur des cabinets sera la capacité des experts comptables
à faire monter en compétence leurs équipes. Et la compétence transversale, désormais, elle s'appelle l'IA, parce que tout le monde va en avoir besoin. Et que ton artisan, ton petit profession libérale, ton petit truc, aucun n'aura besoin d'une IA extraordinaire. Mais chacun aura besoin de petits outils, de petites méthodes, de petits savoirs, de petits trucs. Et un cabinet dont les collaborateurs seront sensibilisés à tout ça. Et bien entendu, là aussi, un cabinet qui s'est posé des questions, et je sais que tu le fais depuis longtemps, puisque chez toi, les feuilles d'heures ont disparu. Hein, la valeur travail, c'est pas le nombre d'heures fait sur le truc, ni le nombre d'heures sup économisées ou pas. Et je connais beaucoup de cabinets qui gagnent de l'argent parce qu'ils ne payent pas les heures sup. Hein. Oui, ça oui, c'est dommage. C'est dommage de conseiller les chefs d'entreprise derrière, quoi. Manière, c'est la notion, elle est connue, elle est plus respectée en Inde qu'en France ou que dans les pays occidentaux. Occupe-toi bien de ton personnel, il s'occupera de tes clients. Exactement. C'est tout. Et que là aussi, même chose. Il y a une notion, quand on est sur le produit et pas sur la relation, qu'on a du mal à comprendre en tant que cabinet. Le client chef d'entreprise, il se confie à son collaborateur, petit à petit. Même s'il ne fait pas de grande confidence. Mais le collaborateur comptable, il sait qu'à ce moment, il a un peu de difficulté en trésorerie, ou qu'il a un peu de difficulté là, ou ainsi de suite. Il n'a pas envie de raconter ses malheurs à 10 mecs différents chaque année. Hein. Oui. Que là aussi, quand les cabinets comprendront que l'absence de turnover fidélise la clientèle et rassure la clientèle. Parce que quand tu as ton collaborateur depuis 5, 6, 7 ans, 8 ans, toi chef d'entreprise, et que ton collaborateur comptable est toujours le même, que tu as une qualité de service, que tu es livré à temps, et que tu ne vois pas une entreprise où ça change sans arrêt, ben c'est comme le resto où tu vas régulièrement. Si tu changes le serveur ou la serveuse tous les 15 jours, c'est pas la même chose que quand tu es dans un resto où 5 ans après tu arrives, on te dit « Ah, monsieur Francis, comme d'habitude ?» Ben oui, comme d'habitude. Voilà. Exactement. Donc, là aussi, je pense que au lieu de se poser de grandes questions métaphysiques, quelques couches de bon sens feraient du bien à beaucoup de gens. De revenir à la simplicité, aux choses simples. Revenir à la base. Ouais. Revenir à la base. Revenir à la base. Hein, qu'est-ce que c'est une équipe? Qu'est-ce que c'est une équipe? Regardez le PSG. Moi, j'adore cet exemple. Ils ont passé des années à dépenser des fortunes, à aller chercher des vedettes, des trucs, des machins. Ils n'ont jamais réussi à faire un truc cohérent. Et là, ils arrivent. Alors on dit, ah, Barcola, ils l'ont payé, ils sont fous. Ah mais merde, Odoué, ils sont fous. Et puis, et puis, bam, 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 et match après match, et voilà. Donc, une entreprise, c'est la même chose. Exactement. Tu as une équipe, elle est capable d'attaquer, elle est capable de défendre, s'il y a une entité tous ensemble, ainsi de suite. Et quand on parlait de la vitesse d'apprentissage, je te livre un scoop et on va balancer un nom de chez toi, c'est pas grave. Je suis surpris ce matin, Adrien a fini le cours Notebook LM. Magnifique. Bien joué, Adrien. Magnifique. C'est top. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire un petit bout de programme avec lui, donc tout à coup, ça attire un peu plus sa curiosité. Et simplement sa curiosité. C'est ça, exactement. Là aussi, même chose. Ce qu'il faut comprendre, et tu le sais pour avoir piloté ta transition numérique maintenant depuis 6 ou 7 ans qu'on bosse ensemble, les transitions, c'est pas des sprints, hein, c'est des marathons. Exactement. Et il n'y a pas un retour sur investissement au bout de 6 mois. C'est pour ça que l'intelligence artificielle peut pas être instantanée et c'est un vrai fantasme que ça soit instantané aujourd'hui. Et pour le coup, c'est un vrai fantasme. Et il n'y aura pas de retour sur investissement immédiat. Et c'est pour ça que des grands groupes qui dépensent une fortune en IA font marche arrière. Parce qu'ils avaient le fantasme d'un retour immédiatement. Et puis non. L'exemple type, on parle souvent de Klarna. Klarna, c'est cette boîte de téléconseillers nordiques qui a viré à un moment donné toute une partie de son personnel pour le remplacer par une IA. Moins de 6 mois après, ils font marche arrière. Eh oui, c'est évident. Moins de 6 mois après, ils font marche arrière. Évident. Il était fou de joie au départ parce que le temps de réponse de l'IA faisait gagner un temps monstre, de la qualité client, dans le truc, dans la machine, non. Là aussi, même chose. Ils ont interrogé les clients.
Au bout d'un mois, les clients, ils étaient fous de joie. C'était génial, on avait des réponses de suite, truc machin, nanana, nanana. Et bien au bout de 3 à 4 mois, les clients, ils faisaient demi-tour. Ah oui. Et voilà. Moi, j'ai connu la même chose quand on a créé le premier hypermarché électronique à Parthenay, avec l'Hyper U de Parthenay. Quand on a créé l'hypermarché en ligne, les clientes de test étaient folles de joie. Au lieu de passer 2 heures à l'hypermarché avec le transport et tout, elles passaient 30 minutes devant leur ordinateur. C'était magique, c'était génial. À peu près 2-3 mois plus tard, dans les réunions clientes qu'on faisait, on disait, ah oui, mais alors là, c'est pénible parce que au rayon jus d'orange, vous avez 18 jus d'orange, moi je prends toujours le même, ça m'emmerde d'avoir 18 trucs, nanana, nanana, nanana. Donc on a fait des systèmes individualisés, ainsi de suite. On s'est rendu compte que, au fur et à mesure que les gens découvraient de nouveaux outils, leur demande s'accélérait aussi. Ouais. Et que le problème, c'est que l'humain, il est capable de s'adapter quand le client a une nouvelle demande. Mais quand tu as programmé une machine, ben la machine, elle s'adapte pas. Elle est programmée. Et elle n'arrive pas à suivre autre chose que son schéma. Donc là aussi, oui. Donc si on prend l'IA comme un outil qui permet, allez, je dirais en gros, je pense que très rapidement, dans une entreprise qui travaille normalement autour de l'IA et ainsi de suite, chaque employé fait un gain de quelques pourcents de bien, de confort. De confort. Et en effet, si tu as un meilleur confort, si tu gagnes du temps sur des tâches subalternes, tu vas être un peu plus créatif, un peu plus à l'écoute de ton client, un peu moins tendu, un peu plus agréable, ainsi de suite. Maintenant, dans un métier qui est basé, comme l'expertise comptable, sur le conseil, l'accompagnement et la relation, c'est pas une machine qui va faire gagner quoi que ce soit. Et que, à la fin de l'année, tu aies gagné 1 heure ou 2 heures sur la production d'un bilan d'un client, qu'est-ce que ça va changer pour le client? Premièrement, il ne s'en rend pas compte, il s'en fout. Hein? Et deuxièmement, si tu crois que là, tu as fait un exploit ou quelque chose d'intéressant, c'est absolument faux. Analyse quels sont tes coûts réels, tes trucs, tes machins, quelle est ta valeur. La valeur, elle n'est plus dans le produit. Le bilan est une obligation. À la limite, il se pourrait que demain, après-demain, entre la facture électronique, la montée en puissance de l'IA et ainsi de suite, Bercy décide que les bilans sont plus forcément obligatoires. Il y a une directive européenne qui dit qu'à la limite, si on veut, jusqu'à 1 million d'euros, on n'est pas obligé. Voilà. Et là, on va se rendre compte qu'en effet, c'était pas ça la valeur. C'était pas ce sujet, ouais. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que avant que je conclue, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ce sujet? Non, juste la seule chose que je rajouterais, c'est que, et c'était très, très souvent, Thierry Pollack m'a posé la question de me dire, mais pourquoi tu passes autant de temps sur la commission innovation, à suivre les éditeurs, les trucs, les machins? Et je lui répondais, pour une simple raison, j'ai passé à peu près 20 ans de ma vie à accompagner des créateurs d'entreprises et des petits entrepreneurs, des artisans. Je suis persuadé depuis des années maintenant, depuis la révolution numérique, que si en France on veut que nos entreprises progressent, il faut absolument que les experts comptables, qui sont les derniers conseillers, soient au niveau. Se mettent eux au niveau pour pouvoir accompagner. Et le problème, c'est que je ne les vois pas se mettre au niveau. Un par-ci, un par-là, mais majoritairement, c'est vrai que c'est une vraie problématique. Et de se dire, en même temps, c'est un espoir parce que aujourd'hui, peut-être qu'en fait, la chance que vous avez chez les experts comptables, c'est des modifications de réglementation, la facture électronique, ainsi de suite, qui vous obligent à bouger. Je ne vois pas ça sur d'autres corps. Oui. Cette inquiétude, cette obligation de bouger, ainsi de suite. Je ne vois pas les avocats dans tous les sens pour se dire comment on va évoluer, comment ceci, comment cela, tu vois. Ou d'autres conseillers. Les conseillers en stratégie, ils sont là pour la plupart pas terribles,
Mais les vrais qui sont sur le terrain, au contact, sans arrêt, c'est les experts comptables. Donc, il y a une responsabilité monstre à faire pénétrer l'IA de bonne manière. De bonne manière. Et Au sein effectivement, des cabinets. et effectivement, pour moi, l'intelligence artificielle, elle va pas faire disparaître notre métier. Elle va le faire évoluer, elle va le faire transformer. Elle va le faire transformer vers quoi? Vers Oui. moins de production, mais plus de conseils, plus de pilotage. Et l'idée, et c'est un peu ce que j'essaye de véhiculer aussi, c'est que un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi j'essaye de retirer de la charge mentale à mes clients, j'essaye de les accompagner à piloter plutôt que de subir. Et la vraie question, elle n'est pas de savoir si l'IA va nous remplacer, mais si on va décider de s'en servir ou pas. Et pour s'en servir, et comme tu l'as dit, et comme tu mets à disposition aussi les plateformes, et d'ailleurs dans la description de la vidéo, je mettrai les liens qui permettront aux personnes qui nous écoutent de te contacter. C'est ceux qui testent, qui forment leurs équipes, c'est vraiment important, et qui s'organisent. Ces gens-là prendront une avance claire, que ce soit les cabinets d'expertise comptable ou même toutes les autres entreprises, parce que les experts comptables, ce sont des chefs d'entreprise. Donc, ne restez pas spectateurs de cette évolution. Ce n'est pas une révolution, c'est juste une évolution. C'est un outil supplémentaire parmi tant d'autres. Commencez même petit, des petites formations, des petites utilisations. Et si cet épisode vous a apporté quelque chose, partagez-le et abonnez-vous.